Bonjour, bienvenue à notre briefing numéro 139, hein. Voilà, donc avec, comme vous voyez, du soleil à Moscou qui nous inonde de lumière ici dans nos bureaux. Et surtout, on a le plaisir, l'immense avantage, l'honneur de retrouver Arnaud, comment, en personne. Voilà, donc c'est en chair et en os, voilà, tout à fait. Et par contre, Igor, lui, toujours lointain, toujours sur les routes de France et de Navarre, non pas dans les EHPAD chers à Pavel, mais dans différents organismes un peu plus sérieux où il donne un certain nombre de conférences et on espère le revoir bientôt à Moscou également. Donc, je crois qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui. Les besaces sont pleines selon la formule consacrée et on va commencer par Arnaud. Alors, Arnaud, qu'est-ce que tu as pour nous? J'ai entre autres une nouvelle qui suscite un certain émoi, ou en tout cas qui pourrait le faire dans les milieux économiques étrangers en Russie. Vladimir Poutine a signé le 25 avril un décret sur, je cite, c'est le nom du décret, la gestion temporaire de certains biens. Et ce texte prévoit la nomination d'administrateurs extérieurs pour les actifs des entreprises finlandaises Fortum et allemande Uniper en Russie, donc pour les filiales de ces deux groupes en Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé, je cite toujours, que ce texte ne concerne pas la question de la propriété et ne prive pas les propriétaires de leurs actifs parce que la gestion extérieure est temporaire et signifie simplement que les propriétaires ne sont plus autorisés à prendre des décisions. Pour mémoire, Uniper contrôle 83% d'Unipro qui opère 5 centrales électriques en Russie et emploie plus de 4000 personnes. Et l'État finlandais détient pour sa part une participation majoritaire dans Fortum, dont la filiale russe possède 7 centrales thermiques ainsi que des parcs éoliens et solaires. Et les actifs de Fortum en Russie étaient évalués à 1,7 milliard d'euros l'année dernière. Alors, ce n'est pas anodin, évidemment, c'est un signal. Pourquoi? Eh bien, parce que jusqu'ici, on le sait, l'État russe avait été extrêmement prudent avec les entreprises étrangères installées en Russie. Et alors que se poursuivent en Occident les débats sur de nouvelles sanctions, on parle d'un 11e paquet européen, sur également l'avenir des actifs russes gelés ou saisis, eh bien, le choix d'Uniper et de Fortum ne doit rien au hasard. Pourquoi? Parce que ces groupes, d'une part, possèdent des actifs importants en Russie. Ils avaient annoncé leur intention de quitter le pays. Et surtout, je pense que c'est l'argument principal, leurs gouvernements respectifs, c'est-à-dire Helsinki et Berlin, qui jusqu'en 2022 étaient plutôt modérés et faisaient partie de ces pays européens qui cherchaient une voie médiane. Eh bien, depuis quelques mois, l'Allemagne et la Finlande se sont engagés sur une voie qui est perçue comme hostile à la Russie. S'agissant de la Finlande, c'est bien sûr l'entrée dans l'OTAN et Berlin, sous l'impulsion notamment de sa ministre des Affaires étrangères, Mme Baerbock, est en pointe sur les questions de sanctions et très récemment a annoncé une nouvelle vague d'expulsion de diplomates russes. Donc, encore une fois, le choix de Berlin et d'Helsinki, en l'occurrence d'entreprises finlandaises et allemandes, ne doit rien au hasard. Ce qui veut dire aussi que ça pourrait concerner d'autres entreprises. Donc, c'est évidemment un dossier à suivre. Ce qui est à relever par ailleurs, c'est que les deux filiales les deux filiales de Fortum et d'Uniper ont été confiées à la direction de proches de M. Sechin, président de Rosneft. Deux autres nouvelles économiques. La production industrielle en Russie, qui a augmenté de 1,2% en mars par rapport à la même période de 2022, alors même que les observateurs russes et occidentaux, et notamment l'agence Bloomberg, qui conduit régulièrement des sondages auprès des économistes, eh bien, les observateurs s'attendaient à un recul. Et que laissent apparaître ces chiffres? Eh bien, de façon très claire, l'effort militaire russe. Avec, par exemple, la catégorie biens métallurgiques finis, qui inclut les armes et les munitions, eh bien, laisse apparaître une hausse de 30%. On voit aussi la catégorie autres moyens de transport, qui comprend entre autres les blindés, les aéronefs militaires, quant à lui en hausse de
de plus de 10% lui aussi. Si on regarde par région, on voit que l'Oural, l'activité industrielle dans l'Oural, dont on sait que c'est une région où le complexe militaro-industriel est très présent depuis Pierre le Grand, eh bien, l'activité dans l'Oural augmente. Donc, on voit dans les chiffres officiels d'Eurostat cette augmentation, et ça se traduit maintenant sur le plan macroéconomique. Enfin, dernière nouvelle dans le registre économique, le gouvernement fédéral a décidé de retirer son projet d'amendement qui prévoyait un nouveau taux de l'impôt sur le revenu pour les ressortissants russes travaillant à l'étranger sans contrat de travail. Je crois qu'Igor avait évoqué le sujet lundi. Il était question de le porter de 13 à 30%. Il était question, encore une fois, simplement des freelances, non pas des personnes ayant un CDI ou un CDD. Et finalement, le gouvernement a décidé de faire machine arrière, en tout cas pour l'instant. J'en viens maintenant à la politique intérieure avec des nouvelles de M. Navalny qui purge, vous le savez, une peine de 9 ans de prison pour fraude. Eh bien, il a déclaré hier avoir appris qu'un autre dossier pour terrorisme était en train d'être constitué à son encontre et il estime que dans ce cadre-là, il pourrait risquer la prison à perpétuité. Les autorités russes n'ont fait aucun commentaire sur le sujet. Et par ailleurs, Alexei Navalny a dit qu'un autre dossier, pour extrémisme cette fois-ci, était également en cours. Et un juge moscovite lui a donné jusqu'au 5 mai pour prendre connaissance des 700 pages de ce dossier. Et dans ce cadre-là, il risque jusqu'à 35 ans de détention. Au même moment, à Ekaterinbourg, s'ouvrait le procès de l'ancien maire, Evgeny Roizman, qui est accusé d'avoir, je cite, discrédité l'armée russe dans une vidéo diffusée en juillet 2022. Et Evgeny Roizman risque jusqu'à 5 ans de prison. On est dans une séquence qu'on a déjà décrite et analysée récemment avec l'affaire Karamurza. Très clairement, il y a un nouveau seuil qui est franchi par les autorités judiciaires russes, avec très clairement une volonté de renforcer les peines à l'encontre des personnes déjà condamnées et pour certaines déjà incarcérées, et puis les personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'opposition hors système, c'est-à-dire extra-parlementaire, qui, pour diverses raisons, avaient jusqu'ici échappé à la justice. Il y a très clairement une volonté de serrer les vis. M. Roizman, semble-t-il, était jusqu'à présent protégé par sa grande popularité à Ekaterinbourg. On se souvient qu'en 2019, il y avait eu des manifestations, alors non pas en lien avec M. Roizman, pour un dossier différent. Donc les autorités, semble-t-il, jusqu'à présent, avaient considéré que c'était peut-être inutile, voire contre-productif de s'attaquer à lui. Eh bien, cette indulgence semble terminée. Donc on est dans une tendance lourde et qui, je pense, devrait se poursuivre. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Oui, des nouvelles intéressantes. Si on parle de Navalny, est-ce que on est au moment de l'attentat contre le blogueur russe à Saint-Pétersbourg? Justement, une des premières pistes évoquées, c'était justement, on essayait de visiblement mettre ça sur le dos de Navalny et de ses collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a progressé? On parle de ça ou c'est complètement autre chose? On ne sait pas. On ne sait pas. D'abord, je ne sais pas. Et ce qu'il y a dans le dossier du procès qui s'annonce pour extrémisme. Pour le reste, non, on ne sait pas, mais c'est très probable, encore une fois. Hein. Ce genre d'annonce ou de fuite n'est jamais, ne vient jamais par hasard. Donc, ce qui est sûr, c'est que les autorités judiciaires russes veulent renforcer les peines contre Navalny, qui, je l'ai dit, purge une peine de 9 ans. Ce qui est un peu surprenant, c'est la superposition presque concomitante des nouvelles charges, qui sont d'une gravité extrême et qui vaudront très sûrement de nouvelles condamnations à des décennies de réclusion. Merci. Igor, je crois que tu as pas mal de choses aussi, donc nous t'écoutons. Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, une actualité plutôt chargée avec beaucoup d'informations. Alors, je vais commencer par un petit point sur l'état d'aide militaire à l'Ukraine avec pas mal de chiffres aujourd'hui, mais
Tout d'abord, au niveau législatif, il semblerait que la bataille entre parlementaires à Bruxelles sur un outil que l'on appelle le European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act, c'est-à-dire en gros un outil qui permet l'achat rapide et en commun de matériel militaire et qui a été élaboré par Bruxelles en juillet 2022, eh bien, il semblerait que cette bataille parlementaire touche à sa fin, puisqu'il semblerait qu'il y ait relativement un consensus sur ce qu'on mettrait dedans. Alors, je rappelle que c'est un outil qui est censé être doté d'une ligne budgétaire de 500 millions d'euros, avec encore des débats sur cette enveloppe. Certains députés veulent la doubler. Certains même disent qu'il faut la pousser à 1,5 milliard, mais ce qui est très peu probable. D'autres députés estiment qu'il faut élargir cet instrument, cet outil de financement à des pays comme la Moldavie et l'Ukraine pour qu'ils puissent puiser dedans pour eux aussi se constituer des réserves en matériel militaire, en munitions. Néanmoins, il semblerait que ce projet d'outil soit, comment dirais-je, touche à sa fin et qu'il y ait un vote avant la mi-mai qui ait lieu pour concrètement permettre son lancement. Toujours du côté de l'Union européenne, M. Borrell a prononcé un discours au Luxembourg le 24, dans lequel il donne pas mal d'éléments sur petit peu l'état des lieux de l'assistance européenne militaire européenne à l'Ukraine. Alors, M. Borrell a expliqué qu'à ce jour, ce sont 16 000 militaires ukrainiens qui ont été formés dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne pour l'Ukraine, et que Bruxelles conserve une cible de 30 000 hommes formés d'ici la fin de l'année. D'autre part, l'Union européenne a fourni, et ses pays membres ont fourni pour près de 13 milliards d'euros d'assistance militaire à Kiev à ce jour. Alors, toujours sur les chiffres, il y a M. Stoltenberg, un secrétaire général de l'OTAN, qui lui aussi a donné quelques chiffres sur l'état de l'assistance militaire de l'OTAN à Kiev. Alors, sur M. Stoltenberg, qui s'exprimait aussi du Luxembourg d'ailleurs, l'OTAN a livré à ce jour 230 chars, et 1550 véhicules blindés, donc ça c'est tout le reste, des véhicules plus légers qui n'ont pas la puissance de feu des chars, mais donc un chiffre quand même assez important, et un volume d'assistance militaire qui s'élève à 150 milliards d'euros. Alors j'ai fait quelques petits calculs, 150 milliards d'euros sur 14 mois en gros de conflit, ça fait un peu plus de 10 milliards d'euros de volume militaire par mois. 10 milliards par mois, ça fait 2 milliards par semaine, ça fait 300 millions par jour. Donc, en gros, ce conflit, à ce jour, coûte 300 millions en termes de volume d'aide militaire, 300 millions d'euros par jour aux pays de l'OTAN. Là-dessus, il faut rajouter l'assistance financière des pays partenaires et du FMI. Ça, c'est les chiffres que je vais vous donner de la Banque nationale ukrainienne qui annonce qu'aujourd'hui, elle a reçu près de 42 milliards de dollars d'aide du FMI et différents pays partenaires. Donc, en gros, 42 milliards plus les 150 milliards de Stoltenberg, on n'est pas loin de 200 milliards à ce jour, toute forme d'assistance confondue pour l'Ukraine. Donc, je ne vous fais pas les calculs par jour, combien ça coûte, mais évidemment, c'est loin d'être une petite somme. Toujours M. Borrell, mais sur les liens entre l'Union européenne et les pays partenaires de l'hémisphère non occidental. M. Borrell, dans le même discours sur lequel je me suis appuyé juste avant, explique que dorénavant, Bruxelles tiendra compte de la position des pays partenaires à l'égard de la guerre en Ukraine d'une part, et également à l'égard de la Chine d'autre part, pour l'attribution des fonds stratégiques européens du Global Gateway. Le Global Gateway, c'est un instrument de financement pour les pays partenaires en matière de transition écologique, numérique et énergétique. En fait, c'est de l'aide au développement, tout simplement. C'est de l'aide au développement qui a été un nouvel instrument qui a été élaboré par l'Union européenne. Et M. Borrell explique que dorénavant, si certains pays veulent en disposer, pouvoir recevoir ces fonds, ils devront clarifier leur position à l'égard de ces deux dossiers. Et il fait très clairement comprendre dans son discours que l'entre-deux ne tient pas. Il est impossible de tenir une position entre deux. Il faut prendre position sur la Chine et sur la Russie. Et la Russie dans le conflit en Ukraine, évidemment, si jamais on veut bénéficier de ces fonds. Troisième information, l'entretien téléphonique entre les présidents chinois et ukrainiens, puisque Xi Jinping et Volodymyr Zelensky se sont parlé au téléphone hier à la demande de la partie ukrainienne. Alors,
auparavant, c'était parlé en 2021, puisque depuis le 24 février 2022, il n'y avait eu aucun entretien téléphonique, aucune rencontre entre les deux leaders. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet entretien téléphonique qui a été présenté par Kiev comme long et fructueux? Tout d'abord que la Chine va dépêcher une délégation pour le règlement pacifique de la crise ukrainienne, c'est comme ça que cela est libellé par le service de presse chinois. Une délégation donc, qui va être dépêchée en Ukraine et dans d'autres pays, avec à sa tête un envoyé spécial, M. Li Hui, qui a été notamment auparavant ambassadeur de Chine en Russie. Donc, une tentative de médiation qui prend de plus en plus forme. Deuxième point, Kiev va nommer un nouvel ambassadeur à Pékin, puisque le poste est resté vacant depuis février 2021, et le décès de l'ambassadeur d'Ukraine à Pékin, qui est mort alors qu'il occupait ses fonctions. Depuis, il y avait un chargé d'affaires. Et enfin, troisième point, les déclarations de Volodymyr Zelensky, enfin ses commentaires, ses tweets, suite à cet entretien téléphonique. Il a confirmé tout d'abord son attachement à l'idée d'une seule Chine, donc idée selon laquelle Taïwan finalement est une province chinoise et non pas un État indépendant et souverain. Et d'autre part, il a relevé des points de convergence entre les plans de paix ukrainiens et chinois. Et enfin, il a rappelé que la paix en Ukraine ne se fera pas, selon lui, au prix d'un compromis territorial. Alors, c'est intéressant de relever ces positions de Volodymyr Zelensky, puisque sa position exprimée sur l'idée d'une seule Chine est à contre-courant de la position de la plupart de ces pays sponsors de l'Ukraine, qui, eux, sont pour le statu quo, en fait, entre la Chine et Taïwan, alors que M. Zelensky met en avant l'idée d'intégrité territoriale. Et quand il parle de convergence entre les plans ukrainiens et chinois, il fait notamment clairement, comment dirais-je, il pense certainement au point numéro 1 du fameux plan chinois qu'on avait analysé, dans lequel Pékin explique que l'intégrité territoriale des États et la souveraineté des États doit être respectée. Donc ça, évidemment, on peut tout à fait imaginer que c'est un point de convergence entre Chinois et Ukrainiens, mais dans le cas du dossier taïwanais, ça va évidemment contre la position de la plupart des États qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine. Autre point, celui-ci entre l'ONU et la Russie, puisque M. Sergei Lavrov s'est vu remettre une lettre de la part du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, au sujet de l'accord céréalier. M. Lavrov donc, était à New York, et qui a ramené cette lettre au Kremlin. M. Peskov a expliqué qu'elle était en cours d'étude. Dans cette lettre, M. Guterres propose l'amélioration, la prolongation et l'élargissement de l'accord céréalier qui, je le rappelle, arrive à échéance le 18 mai. Alors à cet égard, M. Lavrov, on me demandait lundi si jamais il y allait avoir des déclarations tonitruantes de Lavrov. Il n'y a pas vraiment de déclaration tonitruante. Cela dit, il a quand même expliqué que, étant donné les difficultés qu'avaient eu les diplomates russes pour recevoir les visas pour aller à New York pour assister à cette réunion de l'ONU, eh bien, d'après lui, il serait bien d'envisager des places plus neutres pour le quartier général des Nations Unies. À cet égard, il a mentionné Vienne et Genève, ce qui n'est pas anodin en termes de neutralité. Autre information, le site de la centrale nucléaire d'Akuyu a reçu tout à l'heure son combustible nucléaire, donc chargement du combustible nucléaire, dans cette centrale qui est en train d'être construite par Rosatom, l'opérateur atomique russe. Il y a une cérémonie officielle à laquelle ont pris part les présidents Poutine et Erdogan par visioconférence. Et auparavant, les deux présidents se sont parlé au téléphone. Entretien donc téléphonique entre M. Erdogan, que l'on disait souffrant, mais qui est apparu en visioconférence. Ma foi, il avait l'air d'aller pas trop mal, au moins ce qu'on peut en juger par les images. Et Vladimir Poutine, la Turquie, aurait proposé, en tout cas le président turc aurait à cette occasion proposé à son homologue russe de créer un groupe de travail sur la prolongation de cet accord céréalier. Donc la Turquie qui essaie aussi d'apporter sa pierre à l'édifice de la prolongation de cet accord qui, à ce jour, paraît tout de même menacé. Je terminerai par une nouvelle sur l'Iran, puisque prochainement, une délégation russe emmenée par le vice-premier ministre, M. Novak, qui est ancien ministre de l'Énergie, et la gouverneure de la Banque centrale, Mme Nabiulina, se rendra en Iran à la mi-mai pour discuter de coopération énergétique, de coopération bancaire, de projets logistiques communs. Et on attend qu'à cette occasion, il est attendu qu'il y ait pas mal de documents qui soient signés pour, j'allais dire, formaliser, donner un nouvel élan à cette coopération dans les domaines que je viens de citer. Voilà, Gilles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des réactions russes à ce coup de fil
sino-ukrainien. Oui, il y a eu des réactions, ma foi, assez modérées. Les Russes ont dit qu'ils prenaient note de cet entretien téléphonique. Ils n'ont pas été dithyrambiques dessus, comme on peut l'imaginer, mais ils ont expliqué que c'était, comment dirais-je, un entretien tout à fait classique entre deux pays souverains et que ça allait voilà, dans le bon sens. En tout cas, je n'ai pas noté de réaction épidermique, hein. Très bien. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, je pense que ce qui est surtout relevé à Moscou, c'est que plus d'un mois s'est écoulé entre la visite d'État du président chinois en Russie et cet appel téléphonique. Donc on ne peut pas dire qu'il soit beaucoup pressé pour le faire, et ça a été apprécié en Russie, je pense. Et d'autre part, la personnalité de l'émissaire, hein, ça a été dit, est un ancien ambassadeur en Russie. Je crois que c'est un jeu de dupes en réalité, à ce stade en tout cas, hein. Les Ukrainiens sont flattés et c'est très important pour eux de recevoir cet appel, mais ça ne changera pas grand-chose au calendrier qui est un calendrier militaire à brève échéance, hein, il faut être très clair. Et côté russe, on ne croit pas, peut-être à tort, qu'il s'agit là d'une inflexion de la position chinoise. Donc voilà, et les Chinois sont par ailleurs évidemment c'est très important pour eux d'apparaître au centre du jeu. Donc pour l'instant, tout le monde y trouve son compte sans qu'en réalité, ça ait beaucoup changé sur le fond. Alors, toujours dans le domaine diplomatique, on nous pose la question, qu'est-ce qui se passe avec la Moldavie? Ce que tu évoquais tout à l'heure, la possibilité que la Moldavie soit sur le front européen pour recevoir des armements, des choses comme ça. On en est où? Parce que régulièrement, on entend parler de tensions voilà, entre les différentes factions au pouvoir, enfin, pas au pouvoir, en opposition, et les relations avec la Russie. Comment est-ce que ça se passe en ce moment? Pour l'instant, je dirais qu'on est sur une phase plateau, une phase calme. Effectivement, depuis l'éclatement du conflit en Ukraine le 24 février, il y a quand même eu, de manière cyclique, des poussées de tension avec des munitions qui tombaient en Moldavie, en Transnistrie, des coups de feu, des choses comme ça. Bon, pour l'instant, on dirait qu'on est plutôt sur une phase relativement calme de ce point de vue-là, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille pour autant, me semble-t-il. Et si je puis me permettre, on est aussi sur une trajectoire d'implication croissante de l'Union européenne, hein, puisqu'il est question de déployer une mission civile. Il y a très clairement une volonté des autorités moldaves, il y a une crainte, une très grande crainte d'être entraîné dans le conflit en Ukraine. Il y a une crainte aussi de déstabilisation en provenance de la Russie ou de ses alliés sur place, c'est-à-dire de la Transnistrie et peut-être demain de la Gagaouzie, qui est cette province de la Moldavie où doivent se tenir des élections et à la loyauté un peu flottante. Donc je crois que ce qui est nouveau, c'est quand même l'implication de l'Union européenne. Alors même, non pas de l'OTAN, hein, puisque la Moldavie réinsiste très régulièrement sur la neutralité du pays, mais l'Union européenne s'implique de plus en plus financièrement, politiquement, diplomatiquement. Ça doit aussi, et la France dans cette affaire-là est assez active, hein, ce qui doit aussi au fait que la Moldavie fait partie de la francophonie d'ailleurs, et surtout à la personnalité de son ministre des Affaires étrangères, qui est un francophone bien connu. Donc la Moldavie est un dossier européen de plus en plus important dans un contexte sécuritaire qui, effectivement, Igor le disait, est en apparence stable à proximité. C'est-à-dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, l'année dernière, la région d'Odessa, par exemple, la ligne de front n'a pas évolué ou l'armée russe ne s'est pas approchée de cette zone-là. Mais les autorités moldaves considèrent qu'il y a des risques et donc voilà, la tendance, elle est là quand même. La tendance, c'est l'Union européenne qui s'investit dans ce dossier. Merci beaucoup. A-t-on des précisions, des nouvelles sur les fêtes de mai, notamment le défilé du 9, hein, sur le fait qu'il ait lieu ou pas et dans quel volume et avec quels Ouais. participants? Ouais, pour l'instant, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière ou encore lundi, je ne me souviens plus, il n'y a pas vraiment me semble-t-il, de nouveautés.
il y a des villes où ce défilé a été annulé pour des raisons de sécurité, enfin, notamment les villes qui sont à proximité de la zone de l'opération spéciale, comme on l'appelle. Maintenant, pour ce qui est évidemment de Moscou, de Saint-Pétersbourg et ailleurs, il est maintenu. Maintenant, sur le volume de ce qui va être montré, on n'en a aucune idée, il faudra observer pour s'en faire une idée, hein. Mais il y a évidemment une interrogation sur la parade aérienne à Moscou qui avait été annulée l'an dernier, on en a déjà parlé, hein. Là, évidemment, si une interrogation, c'est plutôt sur ce volet, je dirais, du défilé. Mais sinon, moi, j'ai rien vu passer de nouveau. Et rappelons-le, l'annulation à l'échelle du pays tout entier des processions dans le cadre de l'action Régiment Immortel. Donc ça n'aura pas lieu cette année. Et ça, tu l'analyses comment? Alors, il y a diverses théories, hein, les théories portées notamment par l'opposition russe, par les médias étrangers, qui estiment il y avait un double risque. Un risque sécuritaire, tout simplement, parce qu'il y a un rassemblement, on sait que ces manifestations qui sont spontanées, pour le coup. C'est une vraie manifestation populaire, à laquelle prenait part d'ailleurs généralement Vladimir Poutine, avec un portrait de son père. Eh bien, il y a un risque, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de monde et que personne ne peut exclure un attentat ou qu'un drone ukrainien, par exemple, hein, s'égare ou cible une procession. Donc, et l'autre risque politique pour le pouvoir, c'est en tout cas ce que disent certains médias occidentaux, c'est que, eh bien, peut-être certaines familles arborent les portraits de combattants morts en Ukraine et que ça pourrait donner une image d'un conflit très meurtrier. Bon, c'est difficile à dire. Ça va à l'encontre, évidemment, de la préoccupation du pouvoir qui est de montrer une certaine normalité. Manifestement, ce n'est pas simple. Dire lequel des deux arguments, je pense que le premier est un vrai argument, en réalité, que ce serait effectivement risqué d'un point de vue strictement sécuritaire. Le deuxième, c'est une affaire d'interprétation. On noter d'ailleurs que la place rouge est fermée pour 2 semaines. Donc, elle va réouvrir le 10 mai, si je ne m'abuse. Voilà, et que pour le reste, on voit à Moscou les préparations du défilé avec les traditionnelles lignes jaunes qui sont tracées sur la Tverskaya, toutes les barrières qui sont en train de s'installer. Donc, pour l'instant, il y a un sentiment de normalité par rapport aux années précédentes en ce qui concerne le défilé. Voilà, pas plus de questions, donc nous allons finir ici notre 139e briefing. Alors, notez bien cette information importante. Compte tenu des jours fériés des 1er, 8 et 9 mai en Russie, donc, et le 8 en France, les prochaines éditions de notre briefing auront lieu le jeudi 4 mai et le jeudi 11 mai. Donc, il n'y aura pas de briefing les lundis, mais il y en aura les jeudis. Voilà. Et puis après, à partir de la mi-mai, on reprendra le régime normal tous les lundis et jeudis. Avec Igor et Pavel, avec Arnaud, avec tout le monde, voilà, tout le monde sera revenu et détendu et bronzé et en pleine forme et porteur de bonnes nouvelles, nous l'espérons tous. Voilà, donc comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés dans ces moments compliqués. Tenez bon, à bientôt et passez de bonnes fêtes.